on a tendance à opposer la vie et la mort parce qu'on se place du point de vue du corps, mais en réalité, du point de vue de la mort, du point de vue de l'âme, ce qui s'oppose à la mort, c'est la naissance. Et en fait, il y a ce passage d'âme à être incarné, puis la mort, qui est ce passage d'être incarné à l'âme à nouveau, cette désincarnation et cette incarnation. Et quand on est en train de méditer, je pense qu'on est dans une connexion d'âme à âme. Bienvenue, voici une nouvelle rencontre que je vous propose au cœur d'une détente qui va peut-être évidemment vous faire, et je l'espère, et c'est sûr même, vous faire beaucoup de bien. On va méditer au fil des semaines pour réenchanter, et notamment la grossesse, mesdames. Et puis je pense que par voie de conséquence et de rayonnement, évidemment, messieurs, ça vous concerne, et les enfants aussi. Bref, c'est Sandra Ambos qui est installée sur les canapés. Bonjour Sandra. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Vous êtes une enchanteuse. J'aimerais. En tout cas, au vu du podcast et du nombre d'écoutes, vous réenchantez un petit peu les choses. Oui, je pense que c'est une partie de ma mission. Ouais. De réenchanter, d'amener un petit peu de sens, de remettre un peu de magie et de sacré dans la naissance en particulier. Parce qu'il y a eu cette médicalisation dont on a eu besoin et qui est probablement source de sécurité, mais qui nous a fait perdre un peu de vue aussi l'essence de ce qu'est la naissance. Et ce qui me tient à cœur, c'est de remettre un peu de magie, remettre un peu de sens et ouvrir un peu au mystère de la naissance. Ouvrir au mystère de la naissance. Alors, vous êtes une maman, évidemment, par 2 fois. Voilà, magnifique, les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Vont très bien. Et vous avez osé dans votre vie. Vous avez osé prendre un virage parce que vous allez écouter l'histoire de Sandra qui est assez incroyable et on va voir évidemment ce qu'elle préconise et l'accompagnement qu'elle vous propose. Mais vous avez osé prendre un virage à 180 degrés alors que vous étiez quand même dans une situation plutôt confortable, dans un grand groupe, d'une grande marque que l'on connaît très bien, qu'on ne citera pas, mais que tout le monde connaît et achète sans doute. Et vous avez décidé de changer de vie. J'ai décidé et en même temps ça s'est imposé à moi. Et c'est justement au moment où j'ai souhaité devenir mère, j'avais un petit peu coché toutes les cases de cette vie. J'avais rencontré mon prince charmant, j'avais décroché mon job dans une grande boîte, on s'est mariés, on avait acheté notre appartement. Et la prochaine étape dans cette checklist, c'était de tomber enceinte. Dans des enfants, ouais. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas un projet comme un autre et que le temps passait et mon bébé n'arrivait pas. Et ça m'a obligée, en fait, à me poser des questions. Ça m'a obligée à entrer dans une démarche de me faire accompagner d'un point de vue psycho-émotionnel pour savoir ce qui pouvait éventuellement être là comme résistance. Parce que j'avais assez confiance dans mon corps. On est une famille très nombreuse. On était 16 petits-enfants. J'ai 3 frères. Donc, je sentais bien que si ça bloquait, c'était plutôt à l'intérieur, au niveau émotionnel. Et en fait, la résistance que j'avais, c'était que j'arrivais pas à me projeter dans une vie où je serais à la fois cette directrice marketing et maman. Et en fait, c'est le moment où je me suis dit qu'il fallait absolument que je sorte de ce grand groupe, que je sorte du bocal. Et j'ai décidé de déposer les statuts d'une société autour de la maternité, parce que c'était le sujet du moment. Et la semaine où j'ai déposé les statuts, je suis tombée enceinte. Donc, je pense qu'il y avait besoin de cette ouverture-là pour pouvoir continuer mon chemin, qui était plus à cet endroit-là. Mais revenons un instant sur ce blocage émotionnel, par définition. Vous l'avez identifié? Je l'ai identifié avec l'aide d'un thérapeute, oui. Ok. Et ce blocage, il est de votre, de votre génération, ou c'est du transgénérationnel, ou c'est quelque chose de familial? Alors, il y a quand même quelque chose en lien avec ma lignée de femmes. Puisque on sait quand on est enceinte ou quand on désire avoir un enfant, il y a beaucoup de mémoires qui peuvent remonter. Et j'avais aucun modèle de mère qui travaillait. Donc il y avait comme un choix à faire entre être maman ou travailler. Donc ma mère était femme au foyer, mes grands-mères, mes tantes, mes arrière-grand-mères. Et donc il a fallu finalement que j'accepte de sortir de ce rôle de directrice j'étais à l'époque très young, j'étais dans la performance, dans l'action, dans la réalisation, pour me faire plus réceptacle, dans une ouverture, dans une douceur, et je pense que oui, c'est probablement aussi lié à
à des liens transgénérationnels et à une histoire familiale. Ouais. Une histoire familiale. Mais et vous vous êtes dit peut-être aussi, alors encore une fois, il y a pas de, c'est pas un canapé de psy, mais vous vous êtes dit peut-être aussi que vous aviez la peur de ne pas être capable d'allier les deux, et votre carrière professionnelle et le fait de devenir maman. Je pense que je doutais de ma capacité à être la maman que j'avais envie d'être. J'avais un idéal assez haut, puisque ma mère, c'est la mère avec un grand M. Elle nous a tout donné. Et du coup, il y avait cette intention pour moi d'être une maman présente, généreuse, dans le don. Et je voyais pas comment, j'avais pas de modèle autour de moi dans cette entreprise de femmes qui étaient épanouies en tant que mère comme moi j'avais envie de l'être. Et donc j'ai pas hésité longtemps. Une fois que j'ai vraiment identifié, ça a énormément résonné en moi. J'ai senti que c'était juste pour moi de me projeter ailleurs. Et je pense que c'est ce que je me dis aujourd'hui. Ma fille m'a soufflé l'idée de ce projet, l'idée d'accompagner les mamans. Et il fallait, je pense, que je passe moi-même par cette étape-là, de cette prise de conscience de ce qu'est la maternité, que accueillir une vie c'est un cadeau, que c'est pas un projet comme un autre, que ça se programme pas, que ça nous oblige à lever des mémoires, des résistances, des peurs. Donc voilà, il a fallu que je le vive, cet élément fondateur et initiatique de ma vie de femme pour pouvoir peut-être après le partager. Et alors, le fait de le partager, vous vous êtes posé la question, parce que pour changer de vie et être, encore une fois, très confortablement installée en tant que directrice marketing, vous vous êtes renseigné autour de vous si d'autres femmes vivaient la même chose que vous, ou auraient pu vivre la même chose que vous, avant de vous engager dans cette nouvelle voie? Pas tant que ça, parce que c'est le moment où finalement, alors que j'étais très tournée vers l'extérieur, vers le regard des autres, vers justement ce que pouvait être le succès à l'extérieur, c'est un moment où je me suis plutôt tournée à l'intérieur. Donc j'ai pas eu besoin de sentir un modèle à l'extérieur, mais plutôt de sentir cette petite voix, de l'entendre à nouveau alors que ça faisait des années que je me bouchais les oreilles. Et c'est plutôt ça qui m'a guidée. J'ai la sensation que c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore. Ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel, le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit. Avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt. Donc vous plaquez votre job? Je développe mon entreprise en parallèle, avec l'idée assez inconsciente, je me le dis aujourd'hui, que après mon congé mat, je retournerai dans l'entreprise et que je la quitterai une fois que je pourrais me payer avec cette marque, vivre décemment en tant qu'entrepreneur. Et bien sûr. Et là encore, la vie m'a montré que tout se programme pas, parce que j'ai eu une complication au moment de mon accouchement, qui m'a fait toucher. J'ai failli, je pense, passer de l'autre côté. Et je me souviens très bien de ce moment où j'avais ma fille posée sur moi et j'ai senti que c'était elle qui m'avait retenue. Et après, quand tout s'est rétabli, quand mes variables sont revenues à la normale, etc., il n'y avait plus ce futur dans cette entreprise. Il n'existait plus. C'était impossible pour moi. J'étais nouvelle et je pouvais plus me projeter dans ce rôle-là. J'avais plus les mêmes envies. Et donc, j'ai finalement... switch total. Voilà. Et je pense que la grossesse avait commencé à me transformer. J'avais pris conscience que... je me suis mise au centre de ma vie, j'ai mis mon bien-être au centre de ma vie pour pouvoir me prendre soin de mon bébé. J'ai commencé la méditation. Je pense que ça a été quelque chose de très important pour moi. Et c'est vraiment l'accouchement qui a achevé, je pense, la transformation, qui a fait la bascule. Et je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à mon rôle de mère et à accompagner les mères sur ce chemin. En tout cas, tout ce que vous n'avez pas eu, vous, avant de tomber enceinte et en étant enceinte.
Oui, et je pense que je l'ai eu en partie parce que justement quand j'ai mon congé, ma maternité m'a déjà un peu ouvert à tout ça. Ça a commencé par cette énergéticienne qui m'a aidé à lever des résistances, et puis j'ai commencé à méditer. J'ai découvert le yoga prénatal. Que vous ne faisiez pas, la méditation, c'était pas du tout dans votre vie avant? Non, j'avais lu Christophe André, comme tout le monde. Ouais. J'avais dit, c'était de bon ton de dire, je vais me mettre à méditer. J'avais essayé une fois, et puis j'avais pas cette motivation, cette envie. Et c'est aussi pour ça que je prends de la méditation pour les mamans, c'est que il y a ce moment de vie où on a un petit être en nous, et même si au début on médite un peu par obligation en se disant on a une vie stressée, on a un rythme effréné, on a besoin de prendre soin de quelqu'un d'autre que nous-mêmes en méditant, et puis ça devient un plaisir, une rencontre, un rendez-vous pour le bébé, pour nous, on médite ensemble, et c'est vraiment un moment extraordinaire, je trouve, pour découvrir et vivre, expérimenter les bienfaits de la méditation. Aussi parce qu'il y a quand même cette date butoir de l'accouchement qui demande de travailler beaucoup sur soi, ou en tout cas de toucher cet espace de confiance, de se libérer de certaines croyances limitantes, de certaines peurs. Donc il y a tout ça qui s'est déjà passé. J'ai ma belle-sœur qui m'a énormément accompagnée sur ce chemin. Elle m'a fait découvrir l'autonomie. Donc on a commencé à entrer en lien avec notre bébé. Il y a cette idée aussi de toucher un peu du doigt l'âme de notre bébé. J'ai commencé à écrire, donc je tenais un journal pour écrire une lettre chaque semaine à mon bébé. Je lui chantais des berceuses prénatales. Enfin, donc il y a quelque chose vraiment qui s'est ouvert dès la grossesse. Et je pense que si mon accouchement avait été un accouchement plus classique, si ça avait été comme certaines femmes le prônent, ou en tout cas les réseaux sociaux, une performance, et que mon accouchement s'était déroulé plus facilement, j'aurais peut-être pas osé faire le grand saut. Et j'avais besoin de toucher cette vulnérabilité et cette essence pour vraiment sauter le pas. Donc je l'ai eu, pour répondre à votre question, mais sans vraiment en avoir conscience. Et depuis, ça fait 10 ans que j'ai accouché. J'ai beaucoup lu, j'ai été entourée de beaucoup d'autres mamans, et voilà, j'ai eu envie de condenser ce que j'avais appris pendant ces 10 années pour l'offrir à ma fille. Je me dis, si un jour elle a envie de devenir maman, j'ai essayé d'y mettre tout mon cœur de maman, et puis peut-être à plus grand. Amila et Paco. Voilà, exactement. Les Merveilleuses. C'est un livre qui est sorti chez Hachette. Et vous avez dit quelque chose d'essentiel, et je le dis à chaque fois, souvent en off, donc je vais le dire là plutôt devant tout le monde, c'était que, quelle que soit la destinée de ce livre, vous l'avez écrit, et vos enfants vont le lire. Quel que soit le nombre de ventes que vous allez faire. Peut-être qu'ils le liront, ou peut-être pas. Ah, c'est obligé. Mais si elle souhaite devenir mère, c'est un journal. C'est un journal. Et je l'ai écrit au tu, parce que je me suis dit que peut-être si un jour elle le lit, elle ou d'autres personnes de ma famille, ou elle le lira en sentant que je m'adresse vraiment à elle de cœur à cœur. Il y a beaucoup de livres sur la grossesse, il y a beaucoup de méthodes, et j'ai pas voulu faire un énième livre de méthodes sur comment il faut ou comment on doit accueillir un bébé. Je l'ai vraiment écrit comme une amie, comme une sœur et comme une mère. Voilà, comme je le disais, de cœur à cœur. Franchement, d'abord, c'est très touchant. Et en même temps, vous allez voir que l'impact de Sandra, il va évidemment bien plus loin qu'un simple ouvrage, parce qu'il y a une marque aujourd'hui avec des produits dérivés. On peut dire ça comme ça? Ouais. Des produits qu'on crée. Des produits que vous créez. Et il y a aussi le podcast. Alors, je voudrais revenir sur les méditations. Parce que là, on voit effectivement, on a passé cette photo de méditation avec cette femme enceinte. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que vous seriez capable de nous décrire ce que vous ressentez et cette communion qu'il peut y avoir? On suppose, nous, en tant qu'hommes, qu'il y a une communion entre le bébé et sa maman en phase de méditation. Est-ce que ça, c'est descriptible? Est-ce qu'on peut le raconter? Est-ce que vous pouvez y mettre des mots? Alors, je reçois des témoignages de mamans qui me disent c'est comme si elles étaient enceintes et que ça restait un peu conceptuel. C'est le ventre qui grossit, c'est le regard de la société, et c'est le bébé. Et quand on va méditer, ce bébé devient une personne. La méditation, c'est vraiment un pont, une voie d'accès à notre bébé, déjà à soi-même, mais aussi à notre bébé.
Et quand on est dans notre vie de tous les jours, quand on est dans les contraintes, dans les obligations, on a comme une carapace qui nous coupe de cet accès. Et quand on médite, on sent cette libération écaille après écaille et on va toucher énergétiquement. Hein, il y a quelque chose de... Moi, je me souviens, quand je méditais ou quand je serrais mon ventre dans mes bras, je sentais mon bébé qui venait répondre à mon câlin. Il y a quelque chose vraiment de physique, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une énergie qui va au-delà de notre ventre, qui est une espèce de lien d'âme à âme. Et l'année dernière, j'ai perdu un être très cher à mon cœur. J'ai perdu mon petit frère. Et ça m'a ouvert à la subsistance de l'âme après la mort, puisque je me sens très en lien avec lui. Je reçois des signes, des messages. J'ai pu aller voir un médium. Et ça a changé mon regard aussi sur ce qui peut se passer pendant la grossesse. Parce que on a tendance à opposer la vie et la mort, parce qu'on se place du point de vue du corps. Mais en réalité, du point de vue de la mort, du point de vue de l'âme, ce qui s'oppose à la mort, c'est la naissance. Et en fait, il y a ce passage d'âme à être incarné, puis la mort, qui est ce passage d'être incarné à l'âme à nouveau, cette désincarnation et cette incarnation. Et quand on est en train de méditer, je pense qu'on est dans une connexion d'âme à âme. Et c'est pas dit comme ça dans mon livre, parce que c'est pas un livre qui se veut forcément un livre spirituel. Non. Mais en réalité, il y a une dimension spirituelle. C'est ça qui se passe. Ouais. Mais ce que je disais, vous parlez d'âme à âme, mais vous parlez d'âme à âme entre la maman et le bébé? Oui, je pense que c'est l'âme de l'enfant qui entre en lien avec l'âme de la maman. Et ça, c'est physiquement perceptible? C'est perceptible. C'est perceptible parce que beaucoup de mamans entendent des choses, voient des images. Beaucoup de mamans me racontent que pendant une méditation, elles vont entendre le prénom de leur bébé. C'est-à-dire que le bébé souffle à la maman son prénom. Sans qu'elle l'ait déterminé avant? Sans qu'elle l'ait choisi. Choisi avant? C'est-à-dire que le prénom s'impose. Et moi, je pense que un prénom, c'est une vibration et que c'est le mot qu'on entend le plus souvent dans notre vie. Et s'il peut chanter notre vibration, c'est extraordinaire d'avoir le prénom qui nous chante. Et je pense que certains bébés profitent de ces moments d'ouverture et de ces rencontres pour souffler un prénom. Parfois, ils soufflent des idées d'accouchement. Il y a des bébés qui soufflent à leur maman qu'ils souhaitent accoucher dans l'eau, par exemple. Et c'est un moment où les femmes aussi sont hyper ouvertes, parce qu'il y a cette connexion, elles se font tunnel entre le ciel et la terre, donc il y a une ouverture très grande, et c'est un moment où on a la sensation d'avoir une intuition décuplée, des rêves très riches, et je pense qu'une partie de ces intuitions et de ces messages qu'on reçoit en rêve viennent en réalité de l'âme du bébé, de cette âme qui a choisi cette maman, qui a choisi ce papa, si on accueille son bébé en couple, pour venir faire l'expérience de cette vie terrestre. Et vous en avez fait un podcast? Et j'ai commencé par un podcast, parce que j'avais vraiment à cœur que cet outil soit gratuit, que ce soit accessible à toutes. Et vous parlez, et ça s'appelle Naissance d'une maman. Naissance d'une maman. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la naissance du bébé et en même temps cette naissance d'une maman que vous mettez en parallèle comme ça. Parce qu'on pourrait se demander, on ne naît pas maman. On ne naît pas maman, on le devient, c'est ça? On le devient. Oui, je pense que c'est un apprentissage. Je pense que c'est... j'ai la sensation qu'on grandit à notre rôle de mère en même temps que notre bébé grandit à l'intérieur de nous et qu'on continue à grandir en tant que mère avec nos enfants parce qu'une fois qu'on est mère, on l'est pour toujours. Même ma mère aujourd'hui, qui a perdu son petit garçon, elle restera pour toujours sa maman. Bien sûr. Et en fait, le jour de l'accouchement, il y a un bébé qui naît et il y a une maman. Il y a, on va dire, même un bébé-maman qui naît à ce moment-là. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un moment où on est obligé de se redéfinir. Je parle de naissance parce que
c'est un moment où tous nos repères changent, notre lien à notre corps, notre relation à notre travail, notre couple, notre place au sein de notre famille, notre vision du monde, de la société, on se pose aussi des questions peut-être plus spirituelles. Tout change en nous et donc on est obligé de se redéfinir. Et on renaît à nous-mêmes quand on devient maman. Et pour moi, plutôt que de subir cette transformation dans la douleur, il y a un appel pour vivre cette transformation en se disant c'est un moment de vie unique qui va nous permettre de nous poser des bonnes questions pour nous rapprocher de nous-mêmes et se demander qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Est-ce que c'est important pour moi de rester mince ou je suis capable de faire don de mon corps pendant 9 mois pour mon bébé? Est-ce que je suis capable de vivre dans l'inconnu et dans l'incertitude sans avoir peur? Oui, puisque quand on devient mère, on est obligé de faire confiance à la vie et à plus grand que soi. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la sororité qui naît à ce moment-là, qui est pas... c'est pas évident. Moi, pour avoir connu le grand groupe entre femmes et tout ça, c'est pas tout le temps de la sororité. Et quand on devient mère, ça ouvre aussi ça. Moi, je trouve que c'est... je suis très heureuse d'être née femme parce que ça m'a ouvert à moi-même. Et c'est ce que j'espère à travers le podcast, le livre, c'est de permettre aux femmes de se mettre au centre de leur vécu de la grossesse et de ne pas se considérer simplement comme des patientes dans un système médical. On n'est pas que des patientes, on est aussi créatrices à ce moment-là, et c'est un cadeau. Et voilà, en remettant un petit peu de magie, de sacré, de mystère dans la naissance, on se permet aussi de se découvrir et de vivre une expérience de manière plus pleine, plus sereine et peut-être avec plus de gratitude. Le podcast, notez, ça s'appelle Naissance d'une maman. Alors aujourd'hui, à l'heure où le livre est sorti, il y avait 300 000 écoutes, mais aujourd'hui, vous êtes à bien plus, j'imagine. On est à plus de 600 000 et on espère le million cette année, parce qu'on a fait 300 000 écoutes l'année dernière. C'est magnifique. Alors, ce podcast, donc, il naît de cette manière-là. Qu'est-ce que vous y intégrez dans ce podcast ? Pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc ce sont vraiment des méditations gratuites d'une 20aine de minutes sur des thèmes en lien avec la maternité, depuis le désir d'enfant. Donc il y a des méditations pour appeler son bébé, il y a des méditations pour accueillir un test de grossesse négatif quand on souhaite devenir maman, des méditations pour aimer ce corps même s'il nous offre pas ce qu'on voudrait encore. Et ça va jusqu'au postpartum, rencontrer son bébé, méditer en allaitant son bébé, accueillir ce nouveau corps de jeune maman. Et puis au milieu, il y a bien sûr la grossesse, l'accouchement. Le plus grand nombre d'écoutes sur ce podcast, c'est les méditations autour de l'accouchement, parce que c'est pour les femmes un événement fondateur, un événement qui est souvent source de peur, d'appréhension, avec toutes les histoires qu'on nous a racontées, que ce soit dans notre famille ou ce qu'on voit autour de nous. Et à travers la méditation, il y a cette possibilité-là d'observer nos émotions, de se libérer de certaines peurs, d'apprendre à faire confiance à ce corps et tisser ce lien avec ce bébé, parce que je suis convaincue que c'est par ce lien d'amour avec notre bébé qu'on va trouver le courage de sauter et de vivre l'intensité de la naissance pour le rencontrer enfin. Comment est-ce que vous écrivez et narrez ces méditations ? Alors, souvent, je les reçois. Comme une canalisation ? Alors, je sais pas si je parlerai de canalisation, mais en tout cas, je lis beaucoup autour de ce thème. Donc, j'ai la connaissance à la fois biologique et aussi, il y a beaucoup de livres spirituels autour de la naissance. Et ensuite, au début, j'avais défini une trame de ces moments clés. Et puis finalement, ce sont les mamans elles-mêmes qui viennent souvent me dire « J'aimerais une méditation sur ce thème ». C'est pour ça qu'il y a des méditations sur des thèmes très précis. Un jour, une maman m'a dit « Je me sens coupable parce que j'ai appris que mon bébé était un garçon et je rêvais d'accueillir une fille. Et depuis, je fais que pleurer. » Pas seulement parce que je suis déçue, mais aussi parce que j'impose à ce bébé de ressentir ma déception. Donc voilà, il y a des méditations sur des thèmes aussi précis que ça qui viennent de témoignages de mamans. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir la source de votre inspiration.
Et que d'ailleurs vous avez du mal à définir, parce que moi j'ai osé dire canalisation, et vous dites je sais pas trop si c'est de la canalisation. Alors, mais en tout cas ça vient bien de quelque part. Oui, je pense que j'ai une âme et un guide qui m'aide énormément. Je pense que c'est ma mission. Je pense que je suis là pour faire ce pont entre le ciel et la terre, là où les médiums vont faire le pont entre le ciel et la terre sur la vie après la vie. Moi, j'ai la sensation que je suis là pour faire entendre la voix de ces âmes. J'ai lu un livre qui m'a bouleversée, qui a transformé ma vision de la naissance, qui s'appelle Les 9 marches, qui a été écrit par Anne Givaudan et Daniel Meroy, et qui explique le processus de l'incarnation de l'âme. Oui. Et dans ce livre, il y a une phrase qui a donné naissance à ce podcast. Et cette phrase, c'est donc l'enfant à naître qui dit « Dites-leur que même 15 minutes par jour suffirait. J'ai besoin de 15 minutes par jour en lien de conscience avec mes parents. » J'ai lu cette phrase et je me suis dit « Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais offrir à ces âmes, au ciel et à ces âmes sur terre, l'âme des mamans, ces 15 minutes de connexion dans lesquelles ils pourront vivre cette communion de corps à corps, cette communion d'âme à âme, qui va leur donner la confiance nécessaire pour plonger d'un côté et de l'autre. Parce qu'on parle de l'accouchement, mais Frédéric Le Boyer a dit ce n'est pas la femme qui accouche, c'est l'enfant qui naît. C'est peut-être un peu des deux quand même. Un peu, oui. Mais on parle beaucoup du choc que peuvent ressentir les âmes au moment de mourir, mais le choc de cette âme qui vient au monde, bien sûr, qui passe de cet environnement de plénitude, de chaleur, de lien à sa maman, à un environnement froid, vide, où il y a la gravité, où il y a des lumières, des bruits, la séparation. C'est un énorme choc pour ces âmes qui arrivent sur Terre. Et j'ai l'impression que c'est une partie de ma mission d'adoucir cette arrivée sur Terre, d'adoucir le passage, cette incarnation des âmes sur Terre. Et j'ai la sensation d'accueillir d'accompagner à la fois les mamans et aussi d'accompagner leurs bébés. Et que c'est ce que je suis venue partager. Vous vous rendez compte du cheminement entre là où vous venez et aujourd'hui? C'est incroyable quand même. C'est des univers complètement opposés. Oui, et en même temps, je suis pleine de gratitude pour ce que j'ai fait avant parce que j'avais besoin des clés de l'entrepreneuriat, j'avais besoin des clés du marketing et de la communication pour que mon travail ait une portée, pour que mon travail soit connu, reconnu. Il y a quand même une partie d'image. Et j'avais besoin d'avoir ces clés-là pour pouvoir diffuser au plus grand nombre. Alors, sur les podcasts, quel retour vous en avez? Que vous disent ces mamans qui vous écoutent au travers de ces méditations? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Il y a quelque chose d'assez touchant pour moi parce qu'elles sont souvent dans la gratitude. Et alors, c'est aussi parce qu'à côté, j'ai une marque et je vends des produits. Et quand une cliente revient vers une marque, c'est souvent qu'il y a un problème pour un SAV. Ça, c'est le marketing grand groupe qui parle. Voilà. Ouais. Alors que dans ce podcast-là, quand une maman, et elles viennent chaque semaine, si c'est pas chaque jour, m'écrire, vient vers moi, c'est pour me dire merci. Certaines mamans associent la naissance de leur bébé à une musique qu'elles ont entendue dans la méditation le jour de la naissance, à des affirmations positives qu'elles se sont répétées pendant le dernier mois et qu'elles ont même joué le jour de la naissance. Là, il y a une maman qui m'a écrit ce matin. Alors, comme c'est arrivé ce matin, je me dis peut-être pour que je le dise. Elle a médité au 7e mois de sa grossesse et elle a vu son enfant tel qu'il est né. Elle a vu ses traits, elle a vu son regard, elle a vu... Et elle me dit, cette rencontre pendant la méditation a été aussi puissante pour moi et aussi extraordinaire que la rencontre réelle avec son bébé. Je reçois des témoignages de mamans qui me disent que les méditations s'accompagnent de larmes et que d'abord, c'est des larmes un peu
peut-être de culpabilité à l'idée de se dire mais comment j'ai pas médité avant, pourquoi j'ai pas offert ça avant à mon enfant, pourquoi je me suis pas offert ça. Et puis après, ces larmes, elles se transforment et au fil des méditations, ça devient des larmes de joie. Et c'est vraiment des rendez-vous qu'elles vivent avec leur bébé. Et je crois, j'aimerais bien faire des études cliniques. J'aimerais bien montrer que la méditation pendant la grossesse permet de diminuer le stress postpartum, que ça permet de vivre une naissance plus sereine, quelle que soit d'ailleurs la manière dont on accueille son bébé. Je prône pas l'accouchement physiologique, naturel. Dans mon livre, je parle de césarienne, je parle de péridurale. En fait, ce qui m'importe, c'est le vécu de la naissance. Et ce que je vois, ce que je constate à travers les témoignages de femmes, j'organise aussi régulièrement des ateliers en visio ou en présentiel à Paris, je vois que ça leur permet d'améliorer leur vécu de la grossesse, du désir d'enfant, de ce temps de l'avant qui existe aussi. Parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est ça, c'est le vécu. C'est pas est-ce qu'on a accouché par voie haute ou basse, c'est pas en combien de temps on a accouché. Il nous reste une émotion, une sensation. Ce qui est fou, c'est que lorsque je vous posais cette question sur les retours, ma prochaine question était, vous parliez des tests cliniques, en tout cas d'avoir des résultats et c'était précisément la question que je voulais vous poser. Et aujourd'hui, je crois que votre aînée a 10 ans, c'est ça? Elle a 10 ans. Et je me dis, est-ce que son comportement d'aujourd'hui reflète la méditation que vous avez pu avoir avec elle au travers de ce que vous avez pu faire quand vous étiez enceinte? Est-ce que il y a un effet? Est-ce qu'elle est plus calme? Est-ce qu'elle est plus détendue? Est-ce qu'elle est plus en communion avec vous? Est-ce que c'est plus fusionnel? Alors c'est difficile à déterminer parce que je ne sais pas qui elle aurait été sans ça. Ce que je sais et ce que dit par exemple l'hypnothérapeute Lise Bartoli, c'est que on vit comme on est né. Que nous vivons nos vies de la manière dont nous sommes nés et que la naissance, c'est un élément fondateur de notre vie. Et que, au vu de l'accouchement que j'ai vécu, je me dis que sans la méditation, ça aurait pu être dramatique. On l'a vécu comme quelque chose de très bouleversant, mais j'ai à chaque instant été dans une confiance. Je m'en suis remise vraiment à plus grand que moi et je pense que ma fille, pour laquelle cet accouchement fait partie de son histoire, elle a aussi bénéficié de cette énergie que je pouvais dégager, de confiance, d'amour, quand j'ai su que je faisais cette prééclampsie avec complications. Et on m'a dit, vous accouchez aujourd'hui ou on déclenche. J'ai parlé à ma fille et je pense que sans la méditation, je l'aurais probablement pas fait. Et je lui ai dit, allez, c'est aujourd'hui, est-ce que t'es prête? Moi, je suis prête, on y va. Et dans la minute, j'ai perdu les os. Et donc, la méditation, en fait, m'a permis de vivre l'accouchement comme un travail d'équipe en duo avec ma fille. Et peut-être que ce duo qui s'est constitué à ce moment-là se reflète encore aujourd'hui dans la relation qu'on a, probablement. Que ça a allégé en partie l'histoire que doit aussi porter ma fille par rapport à cette naissance qu'elle a vécue. En tout cas, ce qui est intéressant, Sandra, c'est de se rendre compte à quel point, au travers de ce que vous préconisez dans ces fameux podcasts, qui sont aujourd'hui, je rappelle quand même, suivis par des centaines de milliers de personnes, et ça, c'est des femmes. D'ailleurs, est-ce que vous avez des statistiques sur qui vous suit? Est-ce que des hommes peuvent écouter Alors, les podcasts? Il y a quelques épisodes pour les hommes. Il y a notamment un épisode où la maman s'allonge, elle met sa musique. Et c'est une méditation pour le papa ou le conjoint ou la conjointe d'ailleurs, qui fait une méditation pour rentrer en lien avec son bébé. Et il y a aussi des méditations à faire à 3, maman, papa et bébé, ou papa ou maman ou deuxième maman. C'est souvent le cas aussi. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de témoignages de 2 mamans. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui se crée à 3. Et c'est marrant parce qu'il y a une maman qui me disait, après avoir fait une méditation, elle était allongée avec son mari et ils se sont endormis. Et le lendemain matin, tous 2 avaient reçu en rêve le même prénom, le prénom de leur bébé. Magnifique. Donc quand je me dis, quand il y a cette connexion en trio, c'est peut-être encore plus puissant. Et puis pour le bébé, se sentir accueilli par 2 êtres,
c'est un cadeau. C'est très fort. On parlait de Mila et Paco parce que vous les citez évidemment, c'est pour ça que je me permets de donner leur prénom. Ce sont deux prénoms que vous avez eus au travers des méditations? Alors Mila, je l'ai eue à 15 ans. J'ai rencontré une petite fille de ma classe qui s'appelait Mila. À l'époque, je vivais en Afrique avec mes parents. Et coup de cœur, je me suis dit, ma fille s'appellera Mila. Et Paco, on a entendu son prénom en lisant, on était à 3, on lisait une histoire à ma fille, et c'était l'histoire d'un petit Paco, et on avait plein d'idées de prénoms, mais d'idées qui venaient du mental. Et on lisait une histoire à ma fille, on a vu ce petit prénom-là, on s'est regardé, évidence. Et je pense que, en fait, il nous le souffle parfois dans l'oreille intérieure, mais aussi parfois à travers une chanson, à travers un nom qu'on va voir sur un générique. En fait, ils utilisent des moyens pour nous faire des signes en fonction aussi de qui on est et de voilà, ça peut être un livre. C'est assez amusant de voir comment ils nous envoient leurs messages. Alors ces méditations, par définition, et vous l'expliquez très bien, c'est que elles sont faites avant la naissance de bébé, pendant la grossesse, évidemment. Est-ce qu'on peut les continuer après? Oui, et je recommande. Parce que c'est vrai que la période du postpartum, c'est une période bouleversante. Et oui. Et il y a ce moment de la grossesse où tout est centré autour de nous, et puis d'un coup, hop, il y a notre bébé, et toute l'attention va sur notre bébé. Et on a quand même besoin de remplir son arrosoir. Bien sûr. Parce que c'est toute l'eau qui débordera qui pourra nourrir notre bébé. Et pour moi, la méditation, c'est une vraie manière de remplir cet arrosoir intérieur. Donc, il y a des méditations pour reprendre son souffle. On peut même méditer en allaitant son bébé, donc continuer à méditer à deux. Des méditations pour des méditations de bienveillance aussi pour la nouvelle maman que l'on est. Des méditations où sont des scans corporels pour nous aider aussi à nous endormir peut-être plus facilement et avoir un sommeil plus réparateur parce qu'on sait qu'il peut être assez entrecoupé pendant les premiers temps. Donc, en tout cas, moi, j'ai réussi à continuer la méditation après la naissance de mes enfants et c'est devenu vraiment un rituel. Ah oui. Ma respiration. Et même si c'est 10-15 minutes par jour, j'invite vraiment les mamans à continuer à s'offrir ce temps. Et si on se l'offre pendant le postpartum, si on arrive à trouver 10 minutes pendant le postpartum, je pense qu'on peut trouver 10 minutes toute sa vie. Et vous avez là aussi des témoignages justement parce que ce phénomène du postpartum, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie souffrance pour le coup. Il y a des femmes qui ont suivi vos méditations pendant cette période-là et qui véritablement se sont senties soulagées? Oui, bien souvent, ce sont des femmes qui ont déjà écouté les méditations pendant la grossesse et l'accouchement. Okay. Et il y a peut-être une dizaine de méditations pour le postpartum et souvent elles reviennent vers moi, elles me disent on en veut plus. Oui. Donc c'est mon prochain projet. J'aimerais bien, de la même manière qu'il y a ces 44 méditations à écouter pendant la grossesse, j'aimerais bien proposer aux mamans une quarantaine de méditations dans lesquelles elles viendront puiser en fonction de ce qu'elles ont envie ou besoin de vivre. Et alors juste sur la production de ces méditations, parce que je sais que vous n'aimez peut-être pas nécessairement, en tout cas je ressens le fait que vous n'ayez peut-être pas l'envie ou le désir de nous dire cette canalisation, comment est-ce qu'elle vous arrive, mais il y a beaucoup de montage? Ou est-ce que c'est c'est un jet comme ça et ça vous arrive et vous sortez la méditation telle que vous la ressentez? Alors c'est de l'écriture, j'écris en fait. Et pour pouvoir écrire les méditations et pour pouvoir écrire ce livre, je me suis intéressée à l'écriture intuitive. Ah, voilà. Parce que j'ai senti que soit j'écrivais comme j'écrivais mes dissertes au lycée et que c'était purement mental. J'avais envie, voilà, d'écrire avec le cœur. Et j'ai suivi une formation d'une Québécoise, dont j'ai oublié le nom, son nom m'échappe, qui disait l'écriture intuitive, c'est passer du cœur à la main sans passer par la tête. Et j'ai vraiment eu envie d'ouvrir ça, de développer ça. Et donc, maintenant, je fais de l'écriture intuitive après mes méditations. Ah, voilà. L'écriture, c'est pour moi très intéressant en lien avec la méditation. Dans la méditation, on est dans quelque chose d'intérieur et l'écriture, c'est une mise au monde et on vient mettre dans la matière peut-être des choses qu'on a pu vivre à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce livre, chaque méditation est suivie d'un rituel d'écriture
pour qu'il y ait ce mouvement d'intériorité et d'extériorisation. Et donc voilà, sans parler de canalisation, en tout cas, j'essaye d'être dans cette forme-là d'écriture. Et c'est vrai que bien souvent, j'ai l'impression que mon guide ou mon âme ou maintenant mon petit frère me donne des informations que je me dois de partager à travers mes méditations. Des métaphores, ce parallèle entre la mort et la naissance que j'avais pas forcément vu. Cette réunion dans un sens et dans l'autre, c'est des choses qui me viennent en écriture plutôt après des méditations. En tout cas, bravo, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est très très bien fait, c'est très apaisant, c'est très enveloppant. Et ça permet peut-être aussi aux femmes et aux hommes, aux couples, de se sentir accompagnés, réconfortés dans l'arrivée de bébés. Et c'est fascinant. Juste, on avait fait une petite parenthèse avant de faire l'émission. J'ai demandé à Sandra, du coup, aujourd'hui, elle dit quoi, votre fille, quand elle parle de vous, dans votre activité professionnelle? Elle vous présente en tant que quoi? Elle sait pas trop. Elle sait pas trop, donc maintenant, c'est entrepreneur. Entrepreneur, bon, voilà. J'entreprends à réunir le ciel et la terre. Ouais, c'est beau. Elle va pas jusque-là, mais peut-être qu'un jour, elle Et vous le définissez comment? Ah, je sais pas, je dirais peut-être... c'est pas évident comme question. Est-ce qu'il faut coller une étiquette? Ah, mais ça, on aime bien en France. On est champion du monde de ça. Mais quand vous croisez quelqu'un et que vous dites qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi? Alors, je réponds que je m'occupe du bien-être des mamans et que j'accompagne le passage de la femme à la mère. Mais en vérité, j'ai l'impression d'accompagner l'arrivée des âmes sur la Terre. En tout cas, ça, c'est de la mission, quand je médite, c'est ça que j'essaye de sentir à l'intérieur. Bon, et quelle est la prochaine étape, prochain step? Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'autre à part les méditations? Alors l'ouvrage, il est fait. Donc là, j'ai travaillé sur des cartes d'affirmation positive avec une illustratrice parce qu'il y a le pouvoir des mots, il y a le pouvoir des images, et c'est des cartes qu'on peut utiliser pendant le dernier mois de la grossesse et aussi le jour de la naissance. Donc votre coffret? Voilà, il y a un coffret exactement. J'aimerais bien aller plus loin dans la question du postpartum parce que je sens que c'est un vrai besoin, que cette période elle soit vraiment accompagnée aussi. Et puis c'est vrai que les idées viennent aussi avec mes enfants qui grandissent. Donc je travaille sur des méditations pour les enfants pour accompagner notamment ce moment du coucher, cette séparation. Qui peut être difficile, qu'on soit tout petit ou là, ma collégienne, voilà, l'entrée au collège, c'est une séparation. Et du coup, j'ai ressenti le besoin de lui écrire quelques méditations. Et puis, j'ai écrit un conte pour les enfants sur le pouvoir enchanteur des émotions. Donc, on est toujours autour de l'enchantement. Voilà, que j'aimerais voir édité cette année. Fabuleux. Alors ça, on va en reparler. Mais c'est vraiment exceptionnel. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage, donc Merveilleuse. Merveilleuse. Il y a 3 mots, hein. Merveilleuse, mère et veilleuse. Ouais. 3 mots. Ouais. L'eau dans laquelle on est. Ouais. Et puis cet émerveillement de la naissance et de l'arrivée d'une âme sur Terre. En fait, il faut pas oublier, voilà, l'accouchement, c'est pas une performance qu'on peut réussir ou rater. Et c'est pas biologique ou médical, c'est vraiment une rencontre d'amour entre 2 âmes. C'est chez Hachette. Est-ce qu'il n'y a pas une 3e âme qui vient frapper à votre porte, non? C'est mon souhait. C'est vrai? C'est mon souhait le plus cher, mais tout le monde n'est pas encore d'accord. Bon, d'accord, ok, d'accord. À bon entendeur, toi qui nous regardes. Naissance d'une maman, le podcast évidemment, le livre Merveilleuse, et puis un mot sur Ilado, qui est une marque de produits que vous confectionnez. Oui. Ilado, c'est cette envie que j'ai eue de réunir mon goût pour le voyage et pour la maternité. Et donc, c'est une marque qui propose des rituels de bien-être inspirés des mamans du monde. Donc, on fait découvrir des traditions comme l'emmaillotage, la lithothérapie, des plantes à infuser, des huiles de massage, des bolas de grossesse qui sont ces bijoux mexicains, des châles qui viennent d'Amérique centrale. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la maternité, c'est l'universalité. On a l'impression qu'on vit quelque chose d'unique et pourtant il est partagé aux 4 coins du monde. Et j'ai beaucoup voyagé étant enfant
Et j'ai eu envie, voilà, de réunir les mamans du monde dans cette marque. C'est magnifique. Ça s'appelle Ilado. On va vous mettre de toute façon tous les liens autour de la vidéo. D'abord, les liens pour vous procurer l'ouvrage, les podcasts, bien sûr. Et puis, Ilado, la marque. Mais bravo. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous avez osé faire. Pour cette transition de vie également. Et aucun regret? Aucun regret. Je crois que pour moi, c'est le plus important. J'essaye de vivre ma vie en essayant d'aller vers ce vers quoi mon âme me porte et de faire les choses avec le cœur. Vous êtes très spirituel quand même. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on l'est pas tous? Moi, j'ai l'impression qu'on l'est par définition et probablement que des épreuves de vie ou des expériences de vie nous ouvrent à cette spiritualité. Pour moi, la naissance nous ouvre à la spiritualité et ça a été une vraie ouverture. Et puis là, voilà, le passage de mon frère m'a réouvert à nouveau. Pour moi, il y a eu 2 éléments fondateurs dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ça a été la rencontre avec la naissance et avec la mort. Et finalement, d'avoir pu... c'est vrai que je vous ai pas dit, mais j'ai aussi vu une femme accoucher dans la rue. Voilà, il y a 5 ans, j'ai vu une femme, enfin un papa est venu me chercher et m'a dit j'ai besoin d'aide et il m'a amené dans sa voiture qui était garée devant une église et en fait sa femme était en train d'accoucher, donc j'ai vu cette femme accoucher. Donc j'ai vu la naissance au-delà de mes propres accouchements et j'ai vu la mort de mon petit frère et je crois qu'on ne peut pas ne pas être spirituel quand on vit ces moments-là. Parce qu'on se rend compte qu'on est tellement plus que notre corps, tellement plus que notre esprit, et qu'on a en nous cette âme. Et j'espère que avec les années qui vont passer, je serai amenée à l'entendre encore plus fort, encore plus haut, et que je pourrai partager, et que je serai l'instrument de ce qu'elle est venue faire sur cette terre, quoi. En tout cas, vous avez un chemin avec la naissance. Hein. Il y a quelque chose avec la maternité. Il y a quelque chose de puissant chez vous au travers de cette thématique-là, de cet angle-là, de cette version de la vie. Bravo Sandra, merci infiniment. Merci à vous Marc. Merci, retournez bien en Bourgogne, parce que vous y êtes bien là-bas, dans votre petit village qui vous fait tant de bien. Vous allez commenter, j'en suis convaincu, ça va pas vous laisser insensible cette émission, je le sais maintenant, avant même qu'on ne la publie. Vous commentez avec bienveillance, bien entendu. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous. Salut. Merci. À bientôt, merci.